Bienvenue dans 94 degrés à l'ombre, chaque dimanche sur Canal B, de midi à 14h. L'émission a pour objectif le maintien des liens entre personnes détenues, leurs familles, leurs proches et leurs amis. L'émission est assurée par des militants et militantes qui souhaitent soutenir la lutte anticarcérale. Vous pouvez laisser vos messages par téléphone tous les dimanches de 10h à 11h30 au 02 99 52 77 66. Par mail à l'adresse 94 degrés à l'ombre@protonmail.com ou par courrier à l'adresse Canal B, 94 degrés à l'ombre, 6 cours des Alliés, 35 000 Rennes. Ces messages seront diffusés dans l'émission 94 degrés à l'ombre sur Canal B. Pour suivre l'actualité de l'émission, retrouvez-nous aussi sur notre page Facebook 94 degrés à l'ombre. A tout de suite. Donc aujourd'hui, je crois qu'on a plusieurs sujets qui ont été un petit peu préparés. Je ne sais pas si vous voulez présenter de ce dont on va parler aujourd'hui. Déjà, il y avait les conditions de détention à Vendin-le-Vieil qui ont été dénoncées en fait par une circulaire en fait des détenus en fait qui a tourné un peu pas mal sur les réseaux, que j'ai partagé aussi. Et que c'est en fait c'est même pas prioritairement pour eux en fait qui s'indignent en fait de leurs conditions de détention, c'est surtout pour leurs proches en fait qu'on malmène au parloir et qu'on traite comme des criminels. Et voilà, donc on va évoquer ça. Ouais, on pourra lire leur communiqué, je pense que c'est prévu. Et puis la semaine dernière, on avait déjà fait un petit point sur cette tôle et sur ses conditions, mais on pourra peut-être aussi remettre un petit peu de contexte sur c'est quoi Vendin-le-Vieil et pourquoi est-ce que on en arrive à là pour les prisonnières qui sont là-bas. Et aussi, on voulait vous parler de l'incendie qu'il y a eu ce mercredi dans une cellule à Vezin-le-Coquet, donc à côté de Rennes. Je crois que c'est toi, Arman, qui a écrit un texte là-dessus, donc moi je me dis que tu pourrais le lire et puis on peut en parler. J'ai aucun souci, en plus j'ai le grand écran là. Mais parfait. Okay. Et moi, s'il reste un petit peu de temps, j'ai ramené le livre de Libreflow qui s'appelle Anticiper le bruit sec des verrous, et je pourrais vous lire un extrait. C'est un camarade de lutte qui a été emprisonné 1 an et demi suite au procès du 8 décembre. Uniquement en quartier d'isolement, donc pendant 1 an et demi, et lire un petit extrait. Voilà, et pour prévenir, aujourd'hui on doit rendre l'antenne à 13h45 et pas 14h, donc ça va être un petit peu plus court. Voilà. Et on peut commencer du coup par Vendin-le-Vieil. Donc peut-être on peut faire un petit point pour ceux qui vraiment débarquent. Vendin-le-Vieil, c'est une prison ultra sécurisée qui a ouvert il n'y a pas très longtemps. Enfin, les détenus ont commencé à être transférés cet été. Et il me semble qu'il y a genre 70 détenus et en mode c'est les narcotrafiquants les plus dangereux de France. Alors comment ils les ont choisis, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est Darmanin qui a fait sa com là-dessus. Et donc en fait là ils ont commencé à se rebeller. On en avait déjà parlé la semaine dernière parce que je crois qu'il y avait eu des tentatives genre d'inondation qu'ils avaient appelé les pompiers. Je crois qu'il y en a un qui avait dit qu'il avait avalé des piles ou je sais pas quoi, enfin plein d'idées très ingénieuses. Et donc là en fait ils ont commencé une grève de la faim le 1er septembre. Donc moi de ce que j'ai lu, après ça dépend des articles, il y en a ils disent 20 ou 30 personnes, il y en a d'autres genre le syndicat de justice il dit qu'il y a 60 détenus, ah non c'est ça, il y a 80 détenus, il y aurait 60 à 70 détenus qui sont en grève de la faim. Bon les chiffres varient mais en tout cas c'est quand même une grande proportion des prisonniers, c'est vraiment un beau mouvement collectif. Je pense que déjà c'est à souligner, c'est que c'est une mobilisation qui concerne en fait la quasi-totalité des prisonniers, puis je pense que même parmi ceux qui font pas la grève de la faim, il y en a qui sont en soutien aussi. Donc voilà. Et du coup, je propose que je lise l'article de presse qui a été écrit par les détenus eux-mêmes et qu'on en discute après. Ouais, de ouf. D'accord. Donc, communiqué de presse du super cartel de Vendin-le-Vieil. Grève de la faim à partir du 1er septembre 2025. Nous, détenus, annonçons aujourd'hui une grève de la faim à compter du 1er septembre 2025. Notre mouvement n'est pas dirigé contre nos conditions de détention, mais contre les conditions inhumaines imposées à nos familles. Nos familles payent le prix fort. Elles parcourent des centaines de kilomètres pour venir nous voir, parfois au détriment de leur santé, de leur travail, de leur équilibre. Au parloir, elles se retrouvent derrière un hygiaphone, dispositif justifié officiellement pour éviter l'introduction d'objets illicites. Pourtant, chacun sait qu'un portique à ondes millimétriques détecte déjà tout objet interdit. Même les surveillants témoignent que ce système sert avant tout à casser psychologiquement détenus et familles. Une mise en scène indigne. Les familles,
y compris des enfants, sont accueillis par des agents cagoulés, censés les impressionner. Pourtant, en détention même, les agents ne portent pas de cagoule. Les appels téléphoniques sont limités à 2 fois par semaine, sur des créneaux restreints, 8h, 12h, 14h, 16h. Or, à 16h, les proches travaillent et les enfants sont à l'école. Rappelons que nos proches n'ont commis aucune faute. Ils ont un casier vierge, ils payent leurs infos et n'ont évidemment aucun numéro d'écrou. La vérité contre les mensonges. Nous ne sommes pas violents avec les agents, seuls quelques individus isolés et déséquilibrés le sont. La vérité, c'est que les agents sont en sous-effectif et non 250 comme l'affirme le ministre de la Justice, M. Gérald Darmanin. Darmanin ment, le délégué syndical David Lacroix ment. Notre position. Votre rêve est de nous pousser à la violence, nous ne tomberons pas dans ce piège, notre résistance sera pacifique mais déterminée. Le 1er septembre 2025, nous entamerons une grève de la faim pour défendre la dignité de nos familles. Ok, trop chouette, merci beaucoup pour la lecture. Et c'est vraiment intéressant de voir ce qui est possible de faire et que justement le fait que leurs conditions de détention soient aussi atroces on arrive à du coup devoir s'unir, mais aussi assez rapidement au final parce que ça fait que quelques mois, en fait ça fait depuis juillet que cette prison elle a été inaugurée et du coup de voir qu'en fait justement ils essaient de casser les gens qui sont à l'intérieur, mais au final le fait que tout le monde ait des conditions aussi atroces, ça aussi crée des liens entre les détenus et ça leur permet aussi de créer de la solidarité et d'essayer de trouver des solutions ensemble pour améliorer ça. Et donc là même, c'est même pas pour eux-mêmes qui font ça, c'est surtout pour leurs proches et donc ça montre bien... bref. Ouais, moi je trouve ça assez admirable que les gens ils aient réussi à s'organiser entre eux, c'est ce que tu dis, aussi vite et avec autant de solidarité, alors que je pense que chacun est... du coup, j'ai lu quelques articles, en fait, aussi chacun dans des combats personnels, tu vois, pour essayer de quitter cette prison, de faire justifier de justifier le fait qu'il n'a pas la place dans cette prison, mais de quand même, malgré que chacun essaye aussi de s'en sortir dans son coin, ce qui est très légitime aussi, qu'il y ait aussi une capacité à s'allier aussi contre les conditions de détention qui, en vrai, personne ne mérite ça. Je sais pas si on se rend compte, mais genre, par exemple, là, le fait que les parloirs ils sont que derrière un IAGephone, ça veut dire que les gens en fait pendant des mois, des années, ils auront pas de contact physique avec leurs proches, ce qui est c'est terrible quoi. Je pense qu'on s'en rend pas compte. Tu peux pas tenir la main de ta femme ou de ton enfant ou déjà de la détention ça rend fou, mais alors si tu peux pas avoir une soupape d'oxygène et voir tes parents, tes enfants, tu vrilles total dans ta tête, hein. C'est comme ça et en fait on a l'impression que c'est fait exprès. Ouais, on a l'impression que c'est des mesures qui sont faites exprès pour venir te faire péter un câble ou c'est pas possible autrement, un parloir par mois, c'est juste moi j'ai pas les mots parce que je trouve ça inadmissible en 2025 d'imposer des conditions de détention aussi drastiques, mais bon ce n'est... Alors, il y aura encore des gens qui vont dire oui, mais ils ont mérité, nanani, nanana. Ouais. Les discours qu'on peut entendre, généralement des gens qui ne savent même pas ce que c'est la prison, ils le voient que derrière BFM ou derrière les écrans, en fait, ceux qui font de la manipulation médiatique. Mais c'est pas ça la réalité. Voilà. Oui, c'est ça. En fait, là, j'ai plus tout en tête, mais en fait, l'usage du narcotrafic, en fait, pour faire de la com, c'est vraiment un truc qui est ultra utilisé par le gouvernement de Macron, qui était utilisé avant, quoi. Non, mais en plus, ça, c'est comme, c'est toujours les mêmes techniques, c'est-à-dire que ils vont d'abord se pencher en fait sur sur la catégorie de détenus qui fait le plus craindre en fait l'opinion publique. On se dit c'est bien fait, voilà, il faut en passer par là parce que c'est nécessaire. Mais ce que ne dit pas le ministère de la Justice, et ça c'est leur petite manœuvre, c'est que ça va se généraliser à toute la population pénale. C'est-à-dire que les conditions qui sont d'actualité à Vendin-le-Vieil, elles vont être générales dans tous les établissements pénitentiaires sur le territoire. Quand l'opinion publique trouvera que c'est normal en fait de traiter les détenus comme ça. Et voilà, ça a déjà été le cas pour le fichier FNAIG des empreintes des génétiques en fait, qui au début était orienté plus vers les délinquants sexuels. Donc c'était normal, les gens ils disaient oui c'est bien et tout, il faut attraper les délinquants sexuels, il faut les incarcérer, on peut pas mettre la population en danger. Mais maintenant tu voles un steak haché à Carrefour, et voilà, on prend tes empreintes génétiques et tes fichiers.
Et voilà, c'est ce qui va se passer. Voilà, ces conditions-là, elles vont se généraliser. Ils le disent pas, mais voilà, quand on connaît un peu les manœuvres du ministère de la Justice et de ces cols blancs. Voilà, mais justement, c'est aussi pour ça que c'est aussi chouette que les détenus là arrivent aussi à se mobiliser et à ne pas se laisser faire aussi, parce que même si l'opinion publique va peut-être finalement se dire c'est pas grave, c'est normal, c'est les 100 détenus les plus graves, et puis peut-être que ce serait intéressant que ça arrive aussi à d'autres gens, ces conditions. Le fait que là ils se mobilisent, c'est aussi un peu, ça montre aussi au reste des détenus que c'est possible de faire quelque chose collectivement, même quand on est dans des conditions aussi atroces que ça, déjà en détention de façon générale, mais d'autant plus dans ces conditions-là. Et de voir qu'au contraire, on arrive quand même à continuer à créer la solidarité et potentiellement à créer quelque chose ensuite, à créer un rapport de force avec l'administration pénitentiaire, avec le ministère de la Justice, parce qu'ils vont pas pouvoir laisser tout le monde en grève de la faim pendant des mois, parce qu'en fait, ils vont finir par envoyer tous les détenus à l'hôpital. C'est pas tenable pour eux. Et donc, c'est chouette de voir qu'il y a un rapport de force qui va peut-être pouvoir se créer au moins un petit peu et à voir à quelle vitesse est-ce qu'ils vont étendre tout ça. Quand on voit à quelle vitesse ils ont instauré en fait les trucs, on se dit que ça peut aller très très vite. Il y a un problème ? Pardon, je vous interromps, ça sonne, je me demande si c'est pas Gaspard qui arrive. Ouais, je pense. Tu sais ouvrir ? Ou je peux aller ouvrir, je vous laisse continuer à discuter. Voilà, du coup je suis un peu... On était où ? Ouais, on parlait des conditions de détention avant le veille et comment on a peur que ça se reporte sur le reste des tôles et les restes des conditions d'enfermement des détenus en France, voilà. C'est ça. Mais oui, non, il faut pas que ça passe, parce que si ça passe, après c'est toute la population pénale qui va être concernée par ces conditions de détention. Et c'est pas en instaurant toujours des conditions plus inhumaines et avec toujours plus d'isolement et toujours plus de privation que les gens vont prendre c'est pas comme ça qu'on relève les gens, et c'est pas comme ça qu'on... ça va juste continuer à détruire psychologiquement les personnes et à les isoler aussi de leurs proches en fait, parce que parce que à force de restreindre, de réprimer et de priver, les gens qu'est-ce qu'ils veulent quand ils sortent? Ils veulent ce qu'ils n'ont pas eu, donc c'est un peu, moi quand je vois un peu le schéma de ce que je peux observer, c'est normal. Si on prive les gens de tout, les gens ils veulent, c'est leur rêve après ils rêvent de ça pendant toute leur peine. Et voilà, donc c'est juste pas possible de priver les gens parce qu'à part générer de la frustration, de l'incompréhension et de la colère, c'est tout ce que ça va, on va aboutir qu'à ça, qu'à une explosion dans nos prisons. Et voilà, si on peut éviter la guerre et puis que les choses soient plus humaines, surtout. Ouais. Plus humaines, et plus il faut de l'humain, il faut de l'écoute. C'est des choses, et aussi un regard, parce que souvent les personnels pénitentiaires ils sont pas formés du tout à cela. C'est-à-dire qu'ils ont un manque cruel de formation. Alors ils demandent toujours plein de choses, mais ils sont incapables d'écouter un détenu en détresse. Ils sont incapables de s'apercevoir qu'un détenu va mal. Et voilà, c'est pas possible. Donc non. Ouais. Je pense que du coup on va pouvoir passer à la suite. Mais oui, c'est très fort ce qu'ils ont réussi à faire, et on les encourage fort, et on est derrière eux. Il faut continuer à relayer aussi leur article. N'hésitez pas, on l'a republié sur notre Facebook, et à faire tourner leurs messages et leurs revendications, et à continuer à regarder ce qui se passe à Vedin-le-Veil. C'est très important. Et maintenant, on va peut-être pouvoir passer à ce que tu avais écrit, toi, Orman, oui, alors, sur l'incendie. Je vais vous lire parce qu'en fait, j'avais lu un article de Ouest France qui était paru il y a la semaine dernière, il me semble. J'ai plus la date exacte en tête, mais oui, ça m'a clairement foutu le seum, parce que quand tu lis ça dans la presse, et que, voilà, moi, ça fait des années que je dénonce certaines choses, notamment en matière d'incendie pénitentiaire. Quand il y a une cellule qui brûle, en fait, voilà. Donc, je vais vous lire la chronique, et puis on en reparle après. Chronique d'un ancien détenu. Foutre le feu ou se faire éteindre? Telle est la question. Selon Ouest France, un détenu du CPH de Vezin-le-Coquet serait en urgence absolue à l'hôpital, grièvement brûlé après l'incendie de sa cellule. Et là, j'ai envie de hurler ma colère, mon exaspération. Parce qu'une fois encore, on fait semblant de s'étonner d'un drame qui était pourtant prévisible.
évitable et surtout directement imputable à l'administration pénitentiaire. Encore une fois. Commençons par rappeler une évidence. Dans la société civile, chaque logement est obligatoirement équipé de détecteurs de fumée, sous peine d'amende, c'est la loi. Mais derrière les murs des prisons, là où vivent des milliers d'hommes et de femmes, entassés dans des cellules de 9 mètres carrés, cette règle ne s'applique pas. Les prisonniers, eux, n'ont pas droit à cette protection élémentaire. Alors, on attend quoi ? Qu'ils crèvent asphyxiés ? Brûlés vifs ? On me rétorquera sûrement que la plupart du temps, ces incendies sont déclenchés volontairement par les détenus eux-mêmes. Mais croyez-moi, les pyromanes ne pullulent pas dans nos prisons. Si un détenu en vient à allumer un feu dans sa cellule, ce n'est pas pour s'amuser, ce n'est pas pour foutre le bordel, comme aiment le dire certains syndicats de surveillants blasés. Non, c'est parce qu'il est au bout du rouleau, parce qu'il n'a plus aucune solution pour attirer l'attention d'une administration sourde et indifférente. Parce qu'avant d'en arriver là, il a déjà crié, écrit, réclamé, supplié, en vain. La vérité, c'est qu'un incendie de prison, c'est un cri désespéré, un SOS enflammé, un dernier recours. Derrière chaque flamme, il y a une injustice, un abus, une humiliation. Car que reste-t-il quand on vous prive arbitrairement de votre télévision, de votre cantine, de votre courrier ? On vous insulte, on vous menace jour après jour. Même vos proches sont très souvent victimes de menaces et d'intimidations de la part de certains agents pénitentiaires. Quand toute humanité vous est retirée, il ne vous reste plus qu'un geste extrême, mettre le feu à son propre espace de vie. Et c'est là qu'on comprend l'absurdité d'un système qui pousse les individus à risquer leur vie pour être entendus. Parfois, des soi-disant protocoles d'intervention de l'administration pénitentiaire face aux incendies, encore une absurdité monumentale. Au lieu de privilégier la rapidité, la simplicité et l'efficacité, l'AP adore sortir son matériel impressionnant, ses combinaisons dignes de pompiers de Paris, ses gros équipements lourds et hors de prix, comme si elle jouait à s'adonner à un exercice militaire de grande ampleur. Résultat, 15 minutes perdues avant de pénétrer dans la cellule. Oui, 15 minutes. Le temps qu'il faut pour qu'un homme suffoque et meure. D'autant plus que, pour rappel, l'interphonie d'urgence ne répond jamais quand on le sollicite. Donc, en cas d'incendie, vous perdez le temps de mourir. Vous avez le temps de mourir 30 fois dans votre cellule. Il existe des dispositifs simples, légers, peu coûteux et surtout rapides. L'administration préfère l'apparat, l'image, le regarder comme on est équipé. Mais ce que nous demandons, ce n'est pas du spectacle, ce n'est pas de la prime, c'est juste de sauver des vies. Et qu'on ne vienne pas dire « c'est de la faute du détenu, il n'avait pas qu'à mettre le feu dans sa cellule ». Non, quand une personne en est réduite à ce geste extrême, c'est que l'administration pénitentiaire a échoué. C'est qu'elle n'a pas fait son travail d'écoute, de prévention, de respect des droits fondamentaux. C'est qu'elle a préféré écraser, humilier, ignorer, jusqu'à pousser quelqu'un au désespoir. Combien de fois ai-je pu entendre des surveillants dire « va te pendre dans ta cellule ». Alors oui, je le dis avec rage, chaque détenu brûlé dans sa cellule est la victime directe de l'administration pénitentiaire. Chaque fois que l'État ferme les yeux, chaque fois qu'un directeur d'établissement se décharge de sa responsabilité, chaque fois que des surveillants ricanent en disant « bien fait pour lui », c'est un peu plus de sang sur leur main que ce qu'ils nous ont déjà. Mettre le feu à sa cellule n'est pas un acte de folie, c'est un acte de survie. Un dernier moyen de dire « regardez-moi, écoutez-moi, je suis un humain et je souffre ». Alors oui, je le demande à vous qui m'écoutez. Combien de mots faudra-t-il pour que cette hypocrisie cesse ? Combien de corps carbonisés faudra-t-il pour que les droits les plus élémentaires soient respectés derrière les murs ? L'administration pénitentiaire doit cesser de jouer avec la vie des détenus et doit mettre en place des détecteurs de fumée, des moyens d'intervention rapides, une véritable politique d'écoute et de respect. Pas demain, maintenant. Partagez ce... Non, j'allais dire la suite, mais c'est pour mon Facebook. Mais voilà, c'était un peu l'analyse, parce que moi aussi, j'ai failli brûler dans ma cellule. Et voilà, Mika, si tu m'entends, à Vézin, je pense pas que tu écoutes l'émission. mais voilà, je sais qu'en 20 ans, il n'y a qu'un surveillant pour qui j'ai du respect. C'est ce surveillant qui a désobéi en fait à des ordres directs de la direction de la pénitentiaire, qui disait surtout vous n'entrez pas dans la cellule parce qu'il fallait qu'il soit équipé et tout. Et il a dit hors de question, moi je pose, il a tout posé, hein, et puis il a ouvert la cellule, il a engagé en fait voilà ce truc et il y allait le truc, et ça c'est un bonhomme. Il y a quand même
C'est rare de le dire et ça me coûte un peu de le dire aussi. Mais voilà, parfois il y a des surveillants, un surveillant sur 100 000 que j'ai rencontré. Mais quand même, ça a mérité d'être souligné. Voilà, Mika, si tu m'entends, ben voilà, j'aurais toujours un respect fort pour toi. Et puis le reste, ça vaut rien, quoi, j'ai envie de te dire. J'ai plus été menacé et frappé que sauvé. Mais voilà, toi, tu m'as sauvé et c'était important de le souligner. Voilà. Ben, merci pour ton texte. Et il y a quelqu'un qui arrive dans les studios. On a quelqu'un. On a quelqu'un qui vient d'arriver dans les studios. Bonjour. Hop, je t'ai mis en. Vas-y. Salut tout le monde. Ouais, je suis arrivé un petit peu en retard, je viens pour ce point info là, j'ai écouté la fin de ce que tu disais Norman, merci pour le partage. Ouais. Et bah ouais, ça résonne fort. Ça résonne fort quand ton corps, ça devient un champ de bataille, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas normal, quoi. Oui, bah oui. Surtout quand on te pousse à bout, quoi. On te pousse à bout, et après on s'étonne. Bah regardez, il a encore pété les plombs, il a encore mis le feu à sa cellule. Bah non, quand on te fait pression sur pression psychologique, faut pas venir s'étonner outre mesure que le mec il pète les plombs dans la cellule, c'est juste de la logique. Donc voilà, c'était un peu le développé que je voulais faire. Et puis surtout, ils ont fait tout un cinéma, là, moi je voyais à la télé, oui, si vous n'avez pas votre détecteur de fumée, vous risquez une amende, très forte amende, et les détenus dans tout ça. Pourtant ils ont l'habitude, là, ils prennent des dispositions qui coûtent hors de prix. Quand tu vois les équipements de pompiers qu'ils ont, on dirait qu'ils prennent pour des pompiers, on dirait des militaires des pompiers de Paris, quoi. Non, on te demande pas d'éteindre le feu, on te demande juste d'intervenir de façon rapide et efficace pour pouvoir ouvrir la porte et extraire un détenu. On te demande pas d'éteindre le feu, c'est pas ton métier. Apprends à faire ton métier correctement, apprends à faire de l'humain, un truc, ça sera déjà plus facile. Mais déjà, si même ça, t'es pas capable de le faire, déjà oublie d'éteindre le feu, déjà juste entre dans la cellule pour sauver une vie. C'est tout ce qu'on demande. Voilà. Ouais, moi je trouve que c'était intéressant ce que tu disais là sur le maton qui est venu te sauver et tout. Enfin, je trouve que c'est la preuve que c'est possible de désobéir quand même. Ouais. Et c'est intéressant. Mais en même temps, rien ne les pousse à le faire et même tous les pousse à plutôt maltraiter les détenus, voire les conduire à la mort. Enfin, quand on voit du coup là les communiqués du syndicat, bon je vais pas donner son nom, je veux pas avoir de problème avec eux, mais le syndicat de la prison là de Vezin, comment ils se défendent entre eux, genre dès qu'il y a le moindre truc, ils font un communiqué pour se surprotéger les matons et tout. Parce qu'ils savent le sale qu'ils font à l'intérieur. On les a déjà nommés. Hein. Ouais. D'ailleurs, ouais, on les a déjà nommés et puis moi je me cache pas, hein, quand je vois des, il y a des choses qui sont de sources sûres. On sait qu'il y a certains surveillants qui se prennent pour des guerriers, hein, pour ne pas les citer. Franchement, MDR, je veux dire, ça fait les guerriers à l'intérieur à 15, mais dehors, ça décolle des tapisseries. Hein, ça va pas à Carrefour, ça va nulle part, hein, parce qu'ils savent très bien que ça se fait monter en l'air. Il y a des gens qui m'ont dit, c'est dommage, hein, qu'on en vienne à devoir rêver de la confrontation, parce que il se permet, j'ai un surveillant, il est très bien connu, il se permet de frapper, de casser du détenu au quotidien, et c'est juste pas normal. Alors que fait l'administration pénitentiaire devant ces violences ? Eh ben rien. Et ben ça c'est juste dégueulasse. Et ce surveillant doit rendre des comptes, tout simplement. Tu soulignais aussi un truc important dans ta prise de parole tout à l'heure. J'avais l'impression quand tu parlais des milliers, des millions d'euros, enfin je sais pas exactement le montant, mais en tout cas qui sont investis dans l'équipementier répressif. Regarde, ils ont déjà dépensé 125 millions d'euros rien que sur la région parisienne pour l'installation de tablettes numériques. Il n'y en a aucune qui marche. C'est ça, il y a vraiment des mesures dans le vent pour aussi répondre à des pressions qui sont faites par les syndicats justement dont on parlait aussi et pas que, mais c'est du vent et c'est triste en fait de voir que tout cet argent-là il est dépensé là-dedans, alors même si moi je suis pas pour, je lutte pas pour des meilleures conditions d'incarcération dans le sens où je lutte contre les prisons et donc je veux pas, voilà, les conditions d'incarcération elles sont toujours horribles. Par contre je reconnais que c'est quand même hyper important les prisons elles vont pas disparaître du jour au lendemain et que du coup c'est hyper important de pouvoir être quand même enfermé dans des meilleures conditions
comment dire, de pouvoir en fait je me réjouirais quand même toujours que des conditions de détention s'améliorent, même si c'est pas la finalité pour moi, mais du coup en fait tous ces millions d'euros qui sont foutus en l'air, ça m'attriste, tout le social qui a été retiré en prison aussi, des interventions, les c'était quoi, c'était des assistants ou assistantes sociales qui avaient en prison aussi à l'époque, qui n'y a plus aujourd'hui. C'est ça. Avant on avait des assistantes sociales, moi je me rappelle dans les début des années 2000, mes premières peines en jeune majeur, il y avait des assistantes sociales et elles s'occupaient vraiment de ton dossier. C'est-à-dire que si tu n'avais pas de logement, se démener pour te trouver un logement, une formation, un travail. Maintenant, on a des SPIP, en fait, qui est juste la plus grosse arnaque de l'administration pénitentiaire, à part de te rappeler tes obligations et voilà ce que tu dois bien avoir en tête, c'est-à-dire surtout oubliez pas votre obligation de travail, hein. Et puis vos soins aussi, c'est important, hein. Mais par contre rien n'est fait sur le côté réinsertion, c'est-à-dire que pendant 10 ans on t'ignore, on te laisse pourrir dans une cellule et on vient se réveiller à 1 an de la sortie, quoi. À 12 mois de truc, alors ça commence à se réveiller, bah non, garde la pêche, j'ai envie de te dire, tu m'as ignoré pendant 10 ans, c'est pas à 1 an de la sortie qu'on prépare un projet de réinsertion, un projet de réinsertion, c'est quelque chose qui se fait très sérieusement, c'est pas quelque chose qui se fait en 12 mois, c'est quelque chose on essaie de monter un projet, on essaie de contacter des gens, un truc, c'est pas la dernière année, surtout que quand tu es condamné à une grosse peine, que tu sais que tu aurais pu bénéficier d'un aménagement de peine déjà depuis 4 ans, non, t'as juste pas envie. T'as juste pas envie parce que c'est quoi tu gagnes quoi quand t'es à quelques mois de la sortie? Tu gagnes rien, tu vois. Si tu gagnes 2 ans, 3 ans, là c'est motivant pour faire un projet de réinsertion. Mais à 1 an de la sortie, bah vas-y, hein, nique, laisse-moi en cellule, hein. Ça va pratiquement rien changer à ma vie, hein. C'est dommage de dire ça, mais ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai constaté en tout cas. Mais peut-être pour prolonger la réflexion en mode, ce que vous disiez tous les deux, que même si en se plaçant dans un argumentaire de droite et financier, en fait, ce qu'ils font, c'est absolument contre-productif. Enfin, vraiment, même économiquement, c'est insensé de mettre autant de thunes dans de la répression, alors que, les équipements contre les incendies, t'en aurais pas besoin si les détenus n'en venaient pas à mettre feu à leur cellule. Oui. Ce qui, en vrai, je pense que, s'il n'y avait pas de maltraitance psychologique à ce point-là, en fait, on n'en arriverait pas là. C'est ça. Et de toute façon, là, c'est ce qui se passe vraiment avec l'économie en ce moment, c'est qu'il y a de plus en plus de thunes qui est mis dans la répression et le militaire, et pas dans le social. Et c'est pour ça, 10 septembre, on bloque tout. C'est ma conclusion. Non, mais c'est ça, c'est qu'on va essayer de faire de l'humain et du social à l'étranger, au lieu de s'occuper de nos propres... Ils font pas de l'humain et du social à l'étranger, ils envoient des armes à Israël. Oui, non. Voilà, c'est qu'on pourrait, voilà, il y a quand t'as pas de quoi déjà, pourquoi tu vas dehors? Parce que c'est la guerre, ça coûte cher, hein, c'est très cher. Très très cher, hein. Alors tu m'étonnes qu'il n'y a plus d'argent. Après on est, est-ce qu'il y a vraiment plus d'argent? Ça on sait pas. Mais après la France, ils gagnent beaucoup d'argent avec la vente d'armes quand même, faut le dire. Mais d'où l'idée d'une guerre perpétuelle, quoi, aussi. Oui. Et puis ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'avoir des super ingénieurs qui font des super armements si tu l'utilises pas? Donc c'est ça aussi qui le teste aussi, hein. Poutine, c'est ce qu'il fait, hein. Il teste ces nouveaux trucs sur les Ukrainiens, et puis c'est dégueulasse la guerre, hein. C'est sale. Mais bon, voilà. Mais du coup, je trouve qu'il y a un parallèle entre comment on fait de la répression à l'intérieur et comment on fait du déploiement militaire aussi à l'extérieur sur des anciens pays colonisés, quoi. Toute notre économie, elle fonctionne là-dessus. Et après, les gens sont full racistes en mode « Ah ouais, on n'a plus de sous parce qu'on donne trop aux étrangers. » Non, on n'a plus de sous parce qu'on va faire la guerre et réprimer des gens qu'on n'a pas besoin, quoi. Mais... en fait, moi, je trouve, au même titre que quand on parlait de tout l'équipement en prison qui est investi, les réactionnaires, voire même toutes celles et ceux qui ont une idéologie, qui partagent une idéologie d'extrême droite, en fait, vont avoir des réponses à apporter à nos problématiques sociales. Enfin, en tout cas, il y a vraiment une prise en compte de ces trucs-là. Le problème, c'est que c'est des réponses complètement, c'est pas fabulé le mot, mais complètement surréalistes. Et du coup, ça vient répondre, on vient hop, d'un coup te donner une réponse hyper simpliste. Et du coup, c'est pour ça aussi que derrière, pour moi, il y a, c'est des mannes financières, c'est juste de la perte d'argent, c'est des réponses qui sont inutiles. Mais c'est clairement leur réponse, c'est clairement, l'agenda de l'extrême droite ou l'agenda des conservateurs, c'est ça, hein, ça va être plus de répression. On va pas du tout investir pour se former, pour se remettre en question, pour tester, expérimenter d'autres formes.
Enfin voilà, d'autres manières de faire et être dans le tout répression, tout violence et ça je trouve ça hyper triste quoi. Ouais, c'est dommage, c'est triste comme tu dis. Après je sais que je manque là dans mes idées, dans la manière d'articuler mes idées, je trouve que ça c'est pas assez clair, mais j'avais vraiment envie de souligner le côté réponse simpliste qu'apporte l'extrême droite en fait aux problématiques sociales dans lesquelles les gens mais moi, en plus, se jettent tous dedans quoi. J'ai l'impression souvent quand j'écoute un peu leur argumentaire, c'est que ils n'ont pas d'argument. C'est-à-dire que en fait, pour faire une analogie, ton compteur électrique chez toi il saute. Ils vont aller défoncer le compteur parce qu'ils s'énervent en fait sur un compteur qui marche pas, au lieu d'aller chercher les causes de ce qui a causé ce dysfonctionnement. C'est au lieu non, si tu remets le compteur comme ça va sauter, ça va continuer à sauter, puis tu vas avoir beau t'énerver, tu vas payer 1 million de plus que ce que si tu avais réglé le problème de base. Voilà, c'est pour faire un peu une idéologie, une analogie simple. Mais oui, pour moi ces gens il manque, il y en a beaucoup qui disent qu'ils sont très très intelligents. Pour moi, juste qu'ils s'arrêtent juste en fait à des faits et ils vont pas chercher les tenants, les aboutissants de ces faits. Et voilà, c'est juste du racisme ou on n'aime pas les Noirs, on n'aime pas les Arabes. Voilà, c'est simple. Mais je pense que c'est aussi qu'ils suivent leurs intérêts directs, quoi. Nationaux. Ouais. Plus qu'une question. Enfin, je pense que tout le monde serait capable de comprendre ce qu'on est en train d'expliquer là. En plus, là, on le fait un peu avec nos mots et nos connaissances et tout, mais je pense que c'est pas des trucs très compliqués. Je pense que juste il y a des intérêts économiques, de pouvoir, etc. Qui font que c'est ces politiques-là qui sont menées, quoi. Voilà. Après, moi, je suis apolitique, donc on me dit souvent dans mes Romain, tu fais de la politique quand même dans tes chroniques. Je m'en balais que de la politique, moi. Je décris juste ce que j'ai vécu. Non, trop pas la politique. Pour moi, la politique, je suis en dehors de tout ça. Je crois que contrairement à beaucoup, je vais pas aller dans la rue le 10. Je serai chez moi, tranquille. Je vais me mettre au calme, parce que la politique, c'est vraiment pas mon délire. Voilà. Après, chacun voit midi à sa porte. Hein. Mais non, quand les gens me disent « Ah, tu fais pas mal de politique », non, je suis désolé, je fais juste de la réalité carcérale, je fais pas de la politique. Donc voilà. Ouais, mais la réalité carcérale, c'est quelque chose de politique, parce que c'est les politiques publiques qui décident d'investir d'une certaine façon. Moi, je souligne juste l'inhumain et la barbarie et tout ça, et c'est pas de la politique, c'est... Je pense que c'est aussi le sens qu'on met derrière le mot politique, parce que moi je sais, mais c'est des discussions qu'on a déjà eues, de toute façon je sais, de mon point de vue, il y a un truc où tout est politique, c'est que on peut tout parler de tout et n'importe quoi, sans forcément de parler des politiciens ou des partis politiques ou forcément d'un grand sujet de société. Mais en fait, tout peut être politique. Et quand on parle d'améliorer les conditions d'incarcération, quand on parle là du mauvais investissement, etc., c'est derrière, en fait, ce qu'on sous-entend, c'est qu'on souhaiterait que les choses, elles se fassent, les décisions, elles soient prises autrement, que les sous, ils soient investis autrement, etc. Et tout ça, en fait, c'est politique, c'est du jeu politique aussi. Qu'on analyse, mais par contre, c'est tes mots là-dessus, et je comprends tout à fait que tu puisses dire aussi, moi je suis apolitique, et c'est le côté ras-le-bol en fait. Je suis apolitique, mais Darmanin c'est pas mon copain, ça c'est vrai. Moi, tu sais qui sont tes ennemis. Ce qui est déjà un très bon début. Donc voilà. Il nous reste bien, on est bien en temps quand même. Hein. Ouais. Ouais. Vous avez pu dire qu'on finissait un quart d'heure plus tôt aujourd'hui. Un quart d'heure plus tôt aujourd'hui. Oui. Oui, parce que pour moi, de base, le sens de politique, c'est juste comment on réfléchit à la façon dont les gens vivent ensemble. Et du coup, dans ce cas-là, il y a vraiment beaucoup de choses qui rentrent dans la définition de politique. Quoi. Politique, ça vient de comment est-ce qu'on organise la société, comment est-ce qu'on... C'est la cité. Pour moi, il n'y a aucun tatouage à gauche, droite, milieu, au-dessus, en dessous. Ils sont tous, c'est tous des magouilleurs. C'est-à-dire qu'ils magouillent tous, ils détournent tous de l'argent, même l'extrême gauche, l'extrême droite. Tous des magouilleurs. Je crois que c'est pour ça que ce qu'on essaie de dire là, on parle pas forcément des partis politiques. T'avais peut-être pas fini ce que tu voulais dire. Non, c'était juste pour remettre en contexte ce que on entend généralement par le mot politique. C'est-à-dire que oui, ça désigne pas forcément les politiciens, les zones de pouvoir ou les partis politiques, mais plutôt la politique, c'est tout ce qui va organiser une société, tout ce qui va régir des relations entre des personnes, entre des institutions. Comment est-ce qu'on s'organise collectivement en fait, c'est quoi nos conditions de vie. Et du coup, c'est ça qui est politique en fait. Okay. Mais forcément, si on a des décisions différentes, c'est normal que on s'entende pas dessus et c'est tout à fait ok. C'est ça, on met les mots qu'on veut en fait aussi derrière ça après. Ouais. Mais ça permet de clarifier aussi les différentes visions de ce qu'on considère comme étant politique ou non. Ouais. Ok.
Et pareil, ça permet de clarifier aussi ta position là-dessus, je trouve. Oui. Parce qu'au final, en fait, toi, tu dis, moi, j'ai vécu ces trucs-là, j'ai mes valeurs que je défends, et j'ai pas besoin de dire que je suis droite ou de gauche, machin. Non. Ça, c'est ça, toi, tu te fais. J'ai jamais eu de carte électorale de toute ma vie. J'ai 40 ans. Donc, donc voilà, j'en ai pas besoin. Voilà, si vous voulez, on avait une petite suite. Je sais pas si vous voulez qu'on continue à discuter. Sinon, moi, je proposais de lire un article qui avait été écrit par Libreflow, là, qui a été publié dans un livre qui s'appelle Anticiper le bruit sec des verrous aux éditions du Bout de la Ville. Donc, je peux vous lire ça. C'est le premier texte qu'il a écrit sur son isolement en quartier d'isolement de Bois-Arcy. Pour info, on rend l'antenne dans 10 minutes, on a une musique à la fin. Donc ça te fait 6 minutes. On va voir si j'ai le temps de lire l'entièreté, c'est 3 pages, 3-4 pages. Ah oui, moi seul. Pour donner un petit peu de contexte, Libreflow, c'est un militant qui avait été arrêté lors du 8 décembre 2020 avec 7 autres personnes, si je dis pas de bêtises, 6 autres. Il a été... parce que c'était un militant internationaliste qui a été au Rojava en Syrie se combattre le régime de Daesh, et en revenant il a été surveillé par la DGSI pendant des mois, mis sur écoute, filmé, etc. Toutes ces conversations ont été épiées, tout ça pour finir du coup arrêté le 8 décembre 2020 avec d'autres militants et militantes. Et lui, il a pris le plus longtemps de prison, et il a fini par faire une grève de la faim. Donc là, on va pas en entendre parler, mais peut-être une prochaine fois, on pourra parler plus longuement de ce cas. Je pense qu'on a déjà fait des émissions dessus. Et du coup, lui, il avait passé plus d'1 an en prison en quartier d'isolement. Et donc là, c'est le premier texte qu'il a écrit le 3 juin 2021 au quartier d'isolement de Bois-Arcy. Bois-d'Arcy, pardon. Pour moi qui ai vécu la majeure partie de ma vie de manière collective, je vais pourtant récemment accepter les bienfaits de courtes périodes de solitude. En disant cela, j'ai comme un arrière-goût âpre dans la bouche. Tant mes semblables me manquent. Ce sentiment n'est pourtant pas justifié, mais provient de l'amalgame dont ce contexte, j'ai du mal à me séparer entre solitude et régime d'isolement. Il m'est pourtant simple de constater que l'isolement est à la solitude ce que la lobotomie est à la méditation. L'être humain étant un animal grégaire, le lien social est pour lui un besoin vital. L'isolement s'apparente donc à de la torture. Non pas une torture physique, existant par un fait ou un acte, mais une torture plus pernicieuse, invisible, permanente, existant par cette absence continue. Les seules personnes que l'on entrecroise brièvement, avec qui on se dirait réciproquement des bonjours, des tenez, des merci, sont les surveillants-surveillantes. Tout est dans l'énoncé. Aussi cordiales, polies et arrangeantes que peuvent être ces personnes, ce qui n'est pas forcément le cas partout et tout le temps. Les surveillants-surveillantes, comme le nom l'indique, ne sont pas nos pères. Ils sont nos preneuses d'otages, dont les seules revendications sont vénales, les salaires. S'attacher à cet ersatz de rapports sociaux, je ne puis et je ne veux me résigner à abandonner, soit dit en passant, se rapproche plus du syndrome de Stockholm qu'autre chose. Contrairement aux responsables de ma présence ici, DGSI, juge d'instruction, juge des libertés, qui ne voient que l'ennemi fantasmé qui monte de toutes pièces, je ne peux m'empêcher de voir la femme ou l'homme derrière le statut, derrière le ou la matonne. Je ne suis pas manichéen, et sans vouloir excuser leur rôle dans la mécanique répressive, je ne puis, une fois encore, m'empêcher d'emphatiser. Je me demande quels sont leurs parcours de vie, ce qui les a amenés là, à maintenir des êtres vivants enfermés. Je regarde aussi bien le maillon que la chaîne, dans laquelle il s'est lui-même imbriqué. Soumise aux mêmes logiques capitalistes de rentabilité économique que la société, l'administration pénitentiaire tire sur la chaîne, augmentant aussi la pression exercée sur chacun de ces maillons. Cependant, je ne m'abuse pas moi-même, à la façon d'un prestigitateur, me faisant regarder à gauche quand ça se passe à droite. En écoutant le maillon se plaindre, je n'en oublie pas pour autant que c'est autour du cou des enfermés que la chaîne se tend. En isolement, ne pouvant sortir de sa cellule qu'accompagné par une gradée et une ou deux surveillants hantes, on se sent tel un chien dans un chenil, en totale dépendance de la disponibilité de ses gardiens-gardiennes. Par conséquent, les créneaux horaires de nos rares sorties doivent s'adapter malgré nous, selon les flux plus ou moins tendus de leur planning. Cela nous impose d'être toujours prêt-prête, sur le qui-vive, ou au contraire, d'être prêt pour rien, et attendre sans rien pouvoir faire. Il est très courant de pouvoir heurter à la douche avant de pouvoir regagner sa cellule, parfois plus d'une demi-heure, et au moins une fois 50 minutes. Quant à l'espace anxiogène qu'est la promenade individuelle, boîte bétonnée où les 20 mètres carrés trouant le béton au-dessus de nos têtes sont recouverts de multiples grilles et barbelés, le temps y est long. Lorsqu'il gèle et qu'après l'heure autorisée est suffisante, il nous est impossible d'appeler les surveillants-surveillantes et que nous attendons sans savoir quand nous pourrons regagner le chauffage de notre cellule.
à se demander si ce n'est pas pour nous décourager d'y retourner et de rester dans nos cellules, limitant ainsi le travail des surveillants-surveillantes. Au contraire, il y a de la frustration et des créneaux raccourcis. Lorsque, par exemple, la session d'une demi-heure de sport est amputée de 5 minutes, juste avant le sprint final. Cela peut paraître anodin. Bon, mais pour qui ce sprint est l'apothéose, l'exaltation ultime du seul et unique mouvement, de la seule et unique dépense physique de la journée, cette privation a le goût malheureux du pain ôté de la bouche. Avec le retour du soleil, il y a plus de monde qui sort lors des promenades, les vraies promenades, dans les cours, où les gens ne sont pas seuls. Je les observe. Eux ne peuvent pas me voir à cause de la quadruple dose de barreaux de cailles biotis de ma fenêtre. Ils font du sport collectivement, en petits groupes. Je les envie, ils sont vivants, ils parlent, ils crient, ils rient. Ils se motivent les uns les autres. Bref, eux, ils existent. Je pense que nous construisons notre vision de soi parce que nous renvoient les autres. Mais comment exister quand il n'y a pas d'autres ? Quand les autres ne nous voient pas ? L'isolement aurait-il pour but l'aliénation de soi ? Avant même d'être jugé, je devrais cesser d'exister. Et comment répondre à un juge quand on m'extrait ? Et, comme tout juste accroché du néant, on me presse dans un dédale de questions s'apparentant à d'innombrables choses trappes. On pourrait se dire que ça va de soi. Que ça va quoi ? Qu'il y a les parloirs, oui c'est vrai, encore heureux. Ces brefs répits permettent de voir des visages familiers et bienveillants, et apportent une bouffée d'air frais. Les parloirs sont très courts, une demi-heure. Je ne peux qu'imaginer l'impact psychologique sur mes proches, venant de l'extérieur, passant sas, fouilles, verrous, attentes, etc. Pour finalement se retrouver en face de moi, dans une micro-boîte, séparés les uns les unes des autres, par un plexiglas. De mon côté, je passe en transition de la stase cérébrale léthargique au contact humain, sans temps d'adaptation. Et de toute façon, on n'a pas le temps. Top chrono. Tout est à la course, entre discussions techniques de l'administratif, des besoins matériels, des procédures, etc. On abrège nos sujets pour économiser le temps. N'ayant pas de vie, je n'ai rien à raconter, mais je n'ai pas le temps de le faire. On court dans tous les sens, mais on ne va nulle part. Et déjà, le parloir est fini. Je ne peux ressentir qu'une certaine frustration et imaginer celle de celles qui ont fait le trajet aller-retour pour si peu. Ces lions qui ont pris une journée complète, la moitié d'un week-end, pour une demi-heure insatisfaisante. Pour ce qui est des parloirs prolongés d'1 heure, Covid oblige, ils sont annulés, pour cause sanitaire. Franchement, quel est le rapport ? Le Covid a le dos le plus large que le monde ait connu. Depuis le 8 décembre, presque 3 mois, je ne parle plus. Je n'ai personne à qui parler, du coup la pensée ne se transformera pas en parole, et donc, ne recevant pas de retour, n'arrive pas à se moduler, à se matérialiser. Elle devient insaisissable, comme un brouillard confus. Bon, alors il reste un petit peu de pages, mais je pense qu'on terminera une autre fois. Et on va pouvoir passer à la musique et se dire au revoir, tout ça. Ouais, désolé de t'avoir coupé un peu dans la discussion, mais c'est vrai que l'émission doit être clôturée. Du coup, la musique que vous aviez proposée pour la fin, je crois que c'était un morceau de... C'est quoi, c'est Au-delà des murs ? En fait, c'est un morceau de... Non, pardon. Bon, c'est un morceau de Yannick Deslandes en fait qui fait des conférences et des tables rondes en fait sur la détention et les réalités carcérales. Et voilà, c'est une connaissance rapide qu'il a à lui en fait qui lui a fait un petit son pour accompagner en fait ces conférences. Donc voilà, j'ai partagé. Il m'a demandé si on pouvait le passer à l'antenne. Donc voilà, ça fait plaisir. Ok, on passe ça. Dans ma tête y'avait des rêves de grandeur. Regardant ces films je voyais l'empire, la hauteur, Scarface, les affranchis, Reservoir Dogs, des mondes imaginés, des rêves d'or, des gros blocs. Je voulais briller, être respecté, imposer ma loi. Mais la vie a ses pièges, elle t'attrape quand il croit pas. Mon meilleur pote, celui que je prenais pour un frère, il a lâché l'info, m'a livré dans le gouffre de la guerre. Les sirènes ont crié, la traîtrise a fait mal. Je suis tombé pour trafic international, c'est brutal. 2 chiffres, une peine qui pèse comme un fardeau. Je réfléchis à tout ça, à ma vie, à mes choix.